Et bah très bien, bah déjà merci les gars d'être là. À mon initiative, je vous ai proposé cette petite discussion business sur différents sujets. Ce que j'expliquais au chat, mais c'est un peu à l'image de ce que je faisais lors des quelques fois où je me suis adonné au plaisir du streaming, à parler un peu des coulisses d'internet et compagnie. Et je me suis dit quoi, le faire en compagnie de deux personnes qui connaissent le milieu, qui connaissent l'industrie, et je pense que c'est plutôt cool. Très rapidement, je voulais juste vous présenter. Mathieu est à côté de moi, donc je vais te laisser t'introduire dans un premier temps. Si jamais certaines personnes découvriraient, bon, je pense que Arthur et Mathieu, la plupart vous connaissent. Mathieu, je vois que c'est des vidéos à 20 millions de vues. Et Arthur, c'est Monsieur CEO, Monsieur le pompier à des moments aussi, mais en tout cas, c'est le représentant de la Carmine Corp. Mais bon, je vous laisse vous présenter si jamais certains vous découvrent. Bah, du coup, Mathieu, fils d'ouvrier condamné à producteur d'Inox Tag. Non, voilà, producteur d'Inox, bras droit en vrai de vrai, appellation professionnelle qui n'existe pas. Couteau suisse, ça aussi couteau c'est pas mal. Hein. Ouais, cadreur, monteur aussi, alors que pas du tout. Non, du coup, producteur, je m'occupe un peu de tout pour Inox. Donc là, l'installation au Z-Event, c'est moi. Et des fois, la comptabilité, c'est moi. Des fois, le cadrage, c'est moi. Donc, couteau suisse. J'ai monté un peu le son d'Arthur, les gars, vous me disiez, je l'ai mis à 150%, vous me direz si c'est ok. Bah, très bien comme introduction. Arthur, de la même manière, si jamais certains te découvrent, je te laisse te présenter. Donc, je suis entrepreneur, actuellement directeur général de la Carmine Corp, le meilleur club e-sport au monde. Et puis, conseiller de l'ombre de vos influenceurs préférés dans des réunions non déclarées avec des idées qui fusent. Je pense qu'en termes d'introduction, on est pas mal. Et donc, si jamais je dois m'introduire, parce que ça fait 2 jours que les gens m'appellent le stagiaire, m'appellent l'alternant ou m'appellent la secrétaire. Donc, je vais quand même, s'il vous plaît, rappeler les termes. Mathieu, t'aimes bien me vanner avec cet intitulé, mais directeur général de la Zach Nani Prod. Non, mais écoute, c'est l'intitulé de poste, donc je me permets quand même de... Bon, Arthur, tu voulais intervenir sur l'intitulé ? Non, bah après, est-ce que tu as signé une convention de stage ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Il se peut qu'il y ait eu au début une convention de stage lors de mon arrivée à la Zach Nani Prod. Fort heureusement, elle est passée après en alternance et maintenant, voilà. Je suis my COO, on peut dire. Donc non, voilà pour les rapides présentations. Bah voilà, comme je disais, Arthur, hier, premier match de LEC de la KC pour ce nouveau split. Un nouveau roster aussi qui a été très attendu. Je pense que voilà, tu as pu le montrer un peu en début d'émission, enfin début de discussion, mais très content. Globalement, là, qu'est-ce que tu retiens un peu de ce premier match, de ce que tu as pu voir également aussi, parce que tu es à Berlin depuis quelques jours, il me semble. Ouais, ça fait une semaine que je suis à Berlin parce que je voulais être avec les équipes pour vivre les premiers moments. En fait, bon, évidemment, on est très content de la victoire d'hier, et puis bon, on est Carmine Corp, donc on en fait des caisses quand on gagne un match. J'ai vraiment l'impression qu'on a soulevé la Ligue des Champions hier soir et que voilà, mais ça fait plaisir. Non, en fait, ce qui est trop cool, c'est que on a vachement step up en termes de boîte. Vraiment, genre, l'année dernière, je suis arrivé dans les bureaux à Berlin, c'était lugubre, quoi. Tu vois, alors que là, maintenant, tout le monde est heureux, les équipes VCT, LEC vivent super bien ensemble. Il y a un roster de gens qui travaillent pour la Carmine qui est trop bien. La com, elle est pixel à tous les niveaux. Enfin, franchement, je suis juste heureux. C'est-à-dire que vraiment, ce mois de janvier, il me rend heureux parce que c'est l'aboutissement de 3 ans de travail. Alors, de 4 ans pour ceux qui étaient là avant moi, mais de 3 ans de travail où on a vraiment step up. Et franchement, ça fait trop plaisir. Donc, je dirais que, en fait, derrière la victoire d'hier, il y a vraiment le truc de tout se passe bien, tu vois. Et c'est trop bien. Bah écoute, c'est top parce que pour ceux qui du coup peut-être découvriraient aussi comment ça fonctionne, mais actuellement l'équipe LEC et l'équipe VCT, les 2 équipes sont à Berlin dans des locaux communs. Il y a également des équipes, je crois, qui sont fixes à Berlin, dans des équipes de la KC qui font pas les allers-retours entre Paris et Berlin. Il y a des équipes qui le font, mais il y a également des personnes qui sont au quotidien avec les équipes, que ce soit du coaching staff, que ce soit même des personnes de l'équipe content, il me semble aussi, pour pouvoir les filmer en continu. Enfin, globalement, il y a vraiment tout un écosystème qui est à Berlin désormais. Ouais, c'est ça, il y a à peu près, je dirais 20-25 personnes à Berlin, allez, peut-être 20, tu vois, entre les rosters. Les rosters, c'est 7 à 8 personnes, donc x2. Et puis ensuite, tu as 3 team managers, maintenant le directeur e-sport vit à Berlin, on a 2 personnes au content, donc on a une personne qui s'occupe de l'administratif. Donc ouais, en fait, il y a une vraie boîte à Berlin. Et d'ailleurs, ce qui était difficile l'année dernière, c'est j'étais assez frustré du fait qu'on n'arrive pas à avoir l'ADN Carmine dans les bureaux à Berlin. Parce que c'est quand même une boîte avec un ADN très fort et d'un vrai... Enfin, je sais pas, il y a un truc spécial dans cette boîte. Et là, vraiment, je suis arrivé cette année, au bout de 10 minutes, j'ai été voir Clément, le directeur e-sport, et je lui ai dit, ça y est, en fait, la Carmine est à Berlin.
Et ça, c'est un truc qui est très très difficile à faire. Et je suis vraiment trop trop content parce que je pense que ça participe aussi au succès général du club et des joueurs. Mathieu, je te laisserai après si tu as des questions, je te laisserai Ouais, intervenir. t'inquiète. Non, moi, un aspect que je voulais aussi mentionner avec toi, c'est est-ce que le fait que les joueurs vivent un peu dans leur bulle en quelque sorte, parce que étant donné que la Carmine est une structure française avec un ancrage pour l'instant très français, même si l'internationalisation, je sais que c'est un de tes défis et une des choses qui te tient à cœur. Mais pour le moment, voilà, les équipes sont à Berlin et le public est pour le moment beaucoup en France, même si je sais qu'il y a aussi beaucoup d'efforts de la part des fans pour venir. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose de plutôt bénéfique, justement, que les joueurs soient un peu dans leur bulle, un peu isolés de qu'on peut appeler la pression populaire, bien qu'elle soit présente sur les réseaux sociaux? Ou alors est-ce que ça peut être quelque chose qui vient, je dirais, nuire un peu à la galvanisation qui peut en découler? Euh, je pense que bon, déjà, ça dépend parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir les joueurs un peu comme un truc global, alors que vraiment chacun a sa personnalité. Mm. C'est assez intéressant d'ailleurs à voir. Bah, c'est pour ça que ils sont très attachants aussi pour ça. Évidemment, bah, je préférais que la LEC soit full-time à Paris. Je pense que ce serait incroyable à tous les niveaux et que ça aurait beaucoup d'impact. J'aurais dit l'année dernière que c'est vraiment un truc qui nous ralentit d'être à Berlin pour nos équipes, je dirais, principales, en tout cas une partie de nos équipes principales. Mais là, cette année, vraiment, je te dis, il y a un changement. Vraiment, enfin, je le sens en tout cas, il y a un truc différent. Et c'est pas que parce qu'on a des bons rosters et des trucs comme ça, parce qu'on avait des bons rosters l'année dernière aussi. Mais c'est vraiment, en fait, l'ADN est là, tu vois. Et maintenant que les fans sont revenus aussi au studio LEC, hier, il y avait, je sais pas, 30, 40 fans Carmine, il y avait une ambiance de fou, franchement. Euh, Bah, non, je dirais que là, je- aujourd'hui, je peux dire que les joueurs vivent l'expérience Carmine, même à Berlin. L'année dernière, c'était pas vrai. Et Mathieu, est-ce que tu as peut-être certains. Parce que je sais que tu suis aussi quand même pas mal la cassée. Donc je sais pas si là tu as regardé un peu le match hier avec ce que tu avais à faire sur le côté. Mais voilà, Attends, moi, je suis globalement. parti, hein. Ouais. Donc C'est bon. est-ce que globalement tu as des questions à poser ou même un avis aussi à avancer sur la cassée, sur la manière dont tu vois les choses avancer? Non, mais en vrai, j'ai hâte de voir cette année un peu. Je trouve qu'il y a. En tout cas, même juste la game hier, je trouve il y avait quelque chose en plus. Il y avait un. Mais Kamel l'a dit durant le live que tu vois, l'early était bien géré et tout. Tu sens, il y a une véritable cohésion d'équipe et tout. C'est une première game, faut pas non plus trop en faire, on va dire. Bien sûr, ouais. Mais je trouve que c'est de bon augure et tout. Et de toute façon, c'est un lancement de LEC. T'as toujours la hype du début, etc. Et c'est hyper cool de commencer sur une victoire. Donc, non, franchement, moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Très cool. J'avais une petite question à cet égard, Arthur, par rapport à ce qu'a mentionné Mathieu. C'est que je sais qu'il y a des passerelles qui sont faites aussi avec le sport traditionnel. Typiquement, je vais prendre un exemple, mais des clubs type Lille, par exemple, où je sais que l'année juste avant ou 2 ans juste avant le titre qu'ils prennent au PSG, c'est une équipe qui est en grosse galère, qui, il me semble, est à 2 doigts de la relégation. Est-ce que tu penses que c'est souvent, dans les temps de passage, un passage plus ou moins obligatoire dans la vie d'une équipe lors d'un step aussi important que le passage de la LFL à la LEC, avec aussi des contraintes qui sont assez importantes, parce qu'en termes de budget, la KC, bien que ce soit très attractif, c'est un des plus petits budgets en termes de masse salariale de la LEC. Est-ce que tu penses que c'était un passage obligé pour aujourd'hui être sur quelque chose de plus stable et de plus, avec disons, d'agir en connaissance de cause? En fait, quand tu le vis, ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était vraiment horrible. Tu vois, le 2-7, alors que c'est un moment où tout le monde est hype, on fait des audiences délirantes. Enfin, tu vois, tout est vraiment délirant l'année dernière. Et pour autant, je restais convaincu que sur le temps long, en fait, c'était nécessaire. Et que, en fait, il y a un truc un peu binaire, je trouve, dans le monde sportif au global, qui est que vaut mieux se prendre une grosse claque qu'une petite tarte. Et en fait, tu apprends beaucoup, beaucoup plus avec la grosse claque de OK, en fait, on n'est pas du tout au niveau sur ça, 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 ça. Et en fait, si je faisais tu vois, un résumé, je dirais vaut mieux faire dans une ligue comme ça fermée où tu peux pas en plus avoir de relégation un bon vieux top 9, top 10 dégueulasse qui vraiment te met une grosse claque et tu travailles, et tu travailles, et tu travailles, plutôt un top 6 que je qualifierais de vraiment top 6 de merde, où en gros, est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est un échec? Ouais, mais on n'est pas si loin. Ouais, mais c'est bien la preuve qu'on n'est pas là. Nanani, nanana. Non, en fait, juste, nous, c'est top 2 ou top 10. Il n'y a pas de top 1, 2, top 9, 10. Et ça, je trouve qu'en fait, évidemment, pour les fans, c'est difficile à expliquer, mais j'y crois très, très sincèrement. Ouais. C'est Non, mais clair. ça, c'est le truc Ouais. de. Vaut mieux perdre une fois 10-0 que 1000 fois 1-0. Exactement. C'est C'est clair, je pense que.
Et quand tu regardes d'ailleurs le succès pour l'instant relatif, hein, attention, mais on a fait un bon off-season, les choses se passent plutôt bien, etc. Le succès relatif, il vient aussi parce qu'on s'est pris des telles claques sur les deux premiers splits que le troisième, en fait, on a déjà commencé notre saison au 2025, au troisième split 2024. Ouais. Et quand tu regardes d'ailleurs le roster, il est constitué en grande partie de changements qu'on a pu réaliser. Donc c'est bien la preuve, à mon sens, de ça. C'est qu'en fait, on a un split d'avance sur certains joueurs, sur une structuration, sur des décisions. Et c'est vraiment la concrétisation de ce split d'avance. Très bien, merci beaucoup pour ce petit point actualité. Je vais également faire un de ton côté, Mathieu, avant d'entrer dans le vif. Oh, je crois que ça sonne chez Arthur. On va de notre côté, on va pouvoir aussi parler un peu d'actu, et puis après on parlera de certaines thématiques que je veux aborder avec vous, un peu moins actuelles, mais plus sur des sujets de fond. Toi, Mathieu, comment ça se passe? Il y a eu forcément une énorme actualité de votre côté avec Kaizen. Donc j'imagine que là, globalement, la dernière année, quand je parle de dernière année, je parle de septembre 2024 et un an en arrière à partir de la sortie du documentaire. J'imagine que ça a été un travail aussi de très longue haleine, avec forcément beaucoup de pression. J'ai eu aussi des échos comme quoi il y a eu des moments très difficiles à certains moments. Voilà, globalement, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette année de travail qui était un peu hors sol, je pense, par rapport à ce que vous avez fait, et puis maintenant, l'après, comment ça se passe? Bah, en gros, Kaizen, c'était, en tout cas tout le projet de l'Everest, c'était assez particulier dans le sens où c'est une équipe dédiée qui a bossé sur ce projet-là, qui était du coup H24 avec Inox. Nous, notre rôle à nous, que ce soit moi, Thomas et toute l'équipe proche d'Inox, c'était en fait de tanker tous les sujets qu'il peut y avoir durant toute l'année, parce qu'en fait, l'Everest, ça reste un side quest, Bien tu sûr. vois. Ouais, bien sûr. Sa quête principale, ça reste YouTube. Et en fait, il fallait embriquer tout ce qu'on peut faire d'habitude durant l'année et en même temps l'Everest. Du coup, ça a été assez compliqué pour nous dans le sens où, en vrai, il y a des choses que nous, on n'avait pas conscience que Inox tankait. Je pense typiquement à Fortnite où vraiment c'était quelque chose. Enfin, la Coupe de France de Fortnite, c'était vraiment particulier et pour le coup, Inox, il pouvait pas tout gérer, donc ça a été à nous de le faire. Donc non, année particulière. Été particulier parce que full montage, pas vraiment le temps de penser à autre chose que ça, d'autant plus que Inox, je crois qu'on en avait parlé, mais on voit une V1 donc le 1er juillet. On se rend compte que la V1 ne marche pas du tout et on doit rendre le DCP, donc le fichier def pour les cinémas, dans un mois. Et ça, parce que pour préciser, là, on est au-delà d'une simple diffusion YouTube où vous Exactement. pouvez. Alors, certes, un décalage, bien qu'il n'y avait pas de date qui était annoncée déjà, donc en réalité, c'était simplement du YouTube, il y avait la possibilité de simplement décaler sans rien trop dire à personne. Là, étant donné qu'il y avait des enjeux avec les cinémas, il y avait une date auquel tu peux pas déroger. Ouais. Non, on avait une date, on pouvait pas déplacer, on avait que cette deadline-là. Et en fait, on a ramené un script d'auteur qui a vu le doc et qui s'est dit, mais en fait, ça ne marche pas. Vous avez un fil rouge qui ne marche pas. Et du coup, là, ça a été la course totale. Basile, le réalisateur, je pense, n'a quasiment pas dormi pendant 2 mois. C'est ça qui est bien. Mais du coup, à la fin, ça fait quelque chose qui marche. En tout cas, nous, on est fiers. On s'attendait pas à autant de bruit, et même autant de répercussions sur les cinémas, que tout le monde se déplace, etc. Enfin, c'était inattendu pour nous. À la limite, la vidéo YouTube, qu'elle marche, tu vois, pour nous, c'était plus attendu dans le sens où vraiment c'était le sujet, Bien tu sûr. vois. Mais aller au cinéma, payer sa place de cinéma alors que le lendemain la vidéo est sur YouTube, c'était quelque chose que. C'était un nouveau modèle en fait. Bien sûr. Comme le fait de mettre 6 marques sur une seule vidéo sans faire de placement classique, c'était aussi une première. Donc, non. Franchement, hyper content de la sortie de Kaizen, etc. On n'a pas vraiment eu le temps d'en profiter parce qu'en fait, directement après, il y a eu le manga que nous, on avançait aussi sur le côté, qui est devenu le sujet principal juste après Kaizen. Et en fait, 1 mois et demi après Kaizen, il y avait le manga qui aussi a un succès phénoménal. Et ça, c'est dingue. Et en fait, on est passé du monde du cinéma qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à connaître dans ses bons et ses mauvais côtés, au monde de la littérature qu'on a appris à connaître dans ses bons et ses mauvais côtés. Et aujourd'hui, on en sort plus fort, avec beaucoup plus de connaissances qu'avant. Et en vrai, le tome 2, Inès, il l'a dit hier, il y a un tome 2 qui est en préparation, qui a fini d'être écrit il y a 1 semaine. Ah oui, déjà, il est Ouais, déjà... il est écrit, Ok. donc là, il commence les dessins, Charles. Ok. Et en vrai, le cinéma, c'est un modèle qui financièrement fonctionne. Ça, c'est indéniable. Et c'est quand même un rendez-vous. Bien sûr. C'est ce que les gens ont mis en avant, c'est qu'il y a ce truc de on est tous ensemble là pour voir cette vidéo-là. En fait, il y a
y a quelque chose de communautaire à voir une vidéo d'un youtubeur parce que en fait toutes les personnes qui vont le voir en fait elles regardent la personne. C'est pas comme un film Bien sûr. où bah, c'est très perso en fait. Donc non, le cinéma c'est quelque chose qu'on va continuer, j'espère. Bah, et puis un truc qui est vrai aussi, c'est que en l'occurrence, on sait que entre YouTube et les d'autres secteurs traditionnels, il peut à des moments y avoir une certaine fracture, enfin des certaines barrières. Et là, tu communiques, et je sais que c'est quelque chose que tu mentionnais, Arthur, dans Overtime. En fait, tu communiques un sujet nouveau, je dirais, donc avec YouTube, Internet, sur des canaux dont les gens, enfin, qui touchent le mainstream. Et c'est-à-dire que le cinéma, ça touche tout le monde. Les gens connaissent le cinéma, sont habitués à ça. Et c'est justement en allant sur ces canaux de diffusion-là que les gens connaissent, et les gens qui ne connaissent pas forcément YouTube, pas forcément Inoxtag, mais connaissent le cinéma. En allant là-bas, c'est comme ça aussi qu'on participe à la démocratisation, je pense, de certaines industries. Et je sais que par rapport à l'e-sport, c'est aussi quelque chose que tu avais mentionné, Arthur. Ouais, complètement. Je pense que de toute façon, ça se voit à partir du moment. Tu vois quand les mondes se croisent, quand des vieux ectoplasmes de l'autre monde commencent à te faire chier parce que t'es venu, quoi. Mm. Euh, et ça, pour moi, c'est le Exactement. succès. Ça veut dire que là, la cible est touchée en plein cœur, et ça, c'est très bon signe. C'est-à-dire qu'un truc s'est passé. Et en général, quand un truc se passe aussi puissamment, c'est un aller sans retour. Donc, je trouve ça top. J'avais une petite question. Évidemment, si tu peux pas répondre, ne réponds pas, hein, c'est normal. Mais est-ce que c'est à l'équilibre tout ce que vous avez pu faire, parce que c'est un investissement qui est énorme, une prise de risque qui est colossale. Et est-ce que vous arrivez à retomber plus ou moins financièrement sur vos pattes là-dessus, ou c'est vraiment un investissement pur sur le très long terme? Pour Kaizen, tu parles? Yes, pour Kaizen. Bah, en gros, en fait, jusqu'à l'Everest, jusqu'au moment où Inox y part, on est en perte, mais en lourde perte, tu vois. Vraiment, c'est assez compliqué, etc. D'autant plus qu'on avait appris juste avant l'Everest qu'il allait y avoir un surplus de coûts sur le montage. Et en fait, il y a pas mal de choses qui sont arrivées juste pendant l'Everest. Je pense à Orange qui s'est placé, etc., qui a fait qu'on arrive à l'équilibre. Et en fait, il y a une variable que nous, on n'avait pas pris en compte, c'est les cinémas. Un peu naïvement, en vrai, c'est bon, au final, c'est une bonne nouvelle, tu vois, mais c'est très naïf qu'on n'ait pas pensé aux revenus des cinémas. Et en fait, les revenus des cinémas font qu'en fait, on est en bénéfice sur le projet. On a compris aussi pourquoi autant de personnes se placent sur le cinéma. C'est quelque chose qui rapporte aussi. C'est un monde de requins. C'est un monde où, comme tu l'as dit, Arthur, on a senti que, vu que ça a marché, on n'a pas été accueillis. Aujourd'hui, là, il y a pas mal de gens qui nous regardent du mauvais œil. Le schéma actuel de sortir la vidéo le lendemain d'une diffusion au cinéma la veille, aujourd'hui, on ne Ouais, pourra pas le refaire, ça bien c'est sûr. certain. On nous regarde vraiment de mauvais oeil, mais non, on est plutôt en positif sur le projet. Mais Inox, il a ce truc-là dès qu'il a appris qu'il était en positif, ok, bah en fait, les gars, je vais rajouter de la 3D là, sur le doc. Ok, les gars, bah, en fait, là, j'ai pensé à un plan de com où je vais mettre un Yeti, je vais le mettre sur un car et on va faire le tour de Paris. Et là, bah, en fait, c'est des coûts supplémentaires, ça. Et du coup, bon, on était encore en bénéfice sur ça, mais Inox était en mode genre, bah vas-y, on va juste faire plus, en fait, et c'est Ouais. ce qu'on a fait. Ouais, donc en fait, étant donné que l'idée initialement n'était pas de faire de l'argent sur ce projet-là, vu que Exactement. j'imagine que globalement, les prédictions vous annonçaient perdant sur le projet. Donc en fait, c'est juste une bonne surprise finalement d'être plus qu'à l'équilibre et d'être en bénéfice. Donc vu que c'est un bénéfice non anticipé, bah, autant le réinvestir pour avoir une com qui soit d'autant plus marquante, Ouais. qui permette aussi de pousser le projet un peu plus loin. Ouais, exactement. Je rebondis sur une question là dans le chat où ça a écrit que les plateformes Netflix et Amazon seraient mieux que le cinéma pour les reportages sur l'e-sport. Et je pense même en règle générale, bah, je suis pas trop d'accord parce que en fait l'avantage que nous on a eu sur Kaizen, c'est qu'en fait c'est autoproduit. C'est en coprod bien sûr avec IDZ et Webedia sur la partie commerciale. Mais en fait c'est les idées d'Inox. C'est-à-dire que si Inox il arrive, il dit ce montage, enfin sur la V2, je veux enlever ce passage là ou je veux rajouter quelque chose, Ouais. il y a personne qui arrive et qui dit ah non, tu n'enlèves Mmh. pas ou ah si, tu vas rajouter Ouais. ça. Et c'est l'avantage là où, quand tu bosses avec des plateformes, il y a des fois ça se passe très bien Mmh. et ça arrive, mais des fois ça se passe un peu plus, c'est plus compliqué, etc. Donc je suis pas sûr que c'est mieux. Enfin, le terme mieux n'est peut-être pas le terme propice, on va dire, par rapport au cinéma et les plateformes, mais je trouve que
coproduire que tu peux, c'est quand même, enfin, produire et coproduire que tu peux, c'est quand même quelque chose. Bah, et puis un truc qui est vrai, c'est qu'au-delà de simplement cette séquence-là, je veux la garder, cette séquence-là, je veux l'enlever, il y a aussi la durée du documentaire. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il y avait de mémoire quelques contraintes. Fallait vous évitiez de dépasser un certain nombre, enfin un timing précis. Mm. Il n'empêche que c'est quand même plus simple de se dire bon bah je fais 2h15 ou je sais plus combien dure exactement le documentaire sur les réseaux d'Inox et au cinéma que sur des plateformes où potentiellement il y a des, je sais pas, il y a des normes qui sont imposées. Enfin, le diffuseur vous impose que ça dure moins de temps parce que bah, sinon on va perdre de l'audience. Je sais pas exactement comment est-ce que Non, bien sûr. c'est réfléchi, mais je pense que c'est un peu dans cette idée-là. Non, mais il y a ça, et puis il y a les droits des musiques, etc. Ça va bien? Tranquille? T'inquiète. Il y a les droits des musiques, il y a le droit à l'image. Bien sûr. Dans tous les cas, pour les personnes, c'est OK, mais juste en fait de ce que tu peux prendre sur Internet, etc. Et avec quand tu es sur les diffuseurs, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que si on avait fait ça sur Netflix ou Amazon, on n'aurait pas pu avoir Run Boy Run de Woodkid ou même la musique de Lelo à la fin. Parce que là, ça s'est fait vraiment de. On écoutait Run Boy Run, mais de façon aléatoire sur YouTube. Inox qui dit mais je connais pas la musique, elle est incroyable. Je dis ouais, bah c'est Woodkid, hyper connu et tout. Il me dit ah ouais, putain, attends, je vais lui envoyer un DM. Il le connaît pas. Ouais, gros, j'ai entendu ta musique là. Je pense qu'elle marche de fou avec l'Everest et tout. T'es pas chaud, je la mets dans mon doc. Vraiment comme ça, je lui dis est-ce que tu sais qui est Woodkid, frérot? Tu peux pas faire ça. Et il lui a répondu. Il a dit moi, je suis chaud. On a vu avec, je crois que c'était Universal, et ça s'est fait en 2 jours. Là où, avec des plateformes, ça aurait été bien plus compliqué. Tu m'étonnes. Bah écoute, Arthur, je sais pas si t'as d'autres questions sur le projet Kaizen. J'en ai plein, mais je m'en doute bien. en fait, ce que je trouve intéressant sur les créateurs de contenu, c'est en fait il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup d'adaptation. Est-ce que le produit tel que vous l'avez, quand je dis le produit, c'est le format, hein, vraiment l'objet que vous avez mis à disposition du public, est-ce que ça ressemble beaucoup ou pas beaucoup à l'idée de base que vous aviez sur ce projet? Bah, en fait, il y a pas. En fait, l'idée de base, c'est de monter l'Everest. Ça, c'est Inox qui est arrivé devant Basile et moi. Il nous dit les gars, je veux monter l'Everest. On a dit bon, idée de con. Puis après, on a commencé à réfléchir, etc. Et en fait, ce doc, il a été construit au fur et à mesure de l'aventure. En fait, quand on arrive à la Madablam, quand il part au mois d'octobre et qu'on se rend compte qu'en fait, il n'a pas d'échec, on se dit ok, donc là, il y a un problème. C'est que une personne qui fait que de réussir, qui n'a pas d'échec, en tout cas de cette façon-là, c'est pas attachant. Tu t'attaches pas au personnage et tout. Comment on fait? Et en fait, là, on a l'idée de, en fait, à la fin du documentaire, de partir à un endroit et du coup de couper net avec tout. Et ça marchait avec la volonté d'Inox. Et du coup, dans cette fameuse V1 qui n'est pas passée, c'est qu'en gros, Cuba, c'est un fil rouge. C'est-à-dire que on voyait Inox comme le début du doc, mais au fur et à mesure, on revenait à Cuba et on voyait la tête d'Inox. Et il expliquait un peu tout ce qui se passait durant l'année, etc. Et en fait, on a compris et vu que, en fait, t'étais spoilé. Bien sûr, ouais. Il n'y avait pas de séquelles sur son visage, etc. Ok, il avait les cheveux longs, la barbe, mais il n'y avait pas de séquelles. Et du coup, le 1er juillet, on se rend compte que l'idée qu'on a eue quand il rentre de l'Everest, elle ne marche pas du tout. Et c'est la force de le faire, du coup, entre nous. Je pense que c'est la force aussi de le faire dans cet écosystème-là. C'est qu'on a pu arriver et dire, les gars, table rase, on recommence tout à zéro. Il y a des séquences qu'on peut garder, etc. Mais on reconstruit quelque chose de zéro. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on est très content du résultat dans le sens où je pense que ça marche mieux que ce fil rouge à Cuba. Cuba est une perte financière monstrueuse parce que c'est des équipes qui étaient là pendant 1 mois. Mais c'est pour le bien du projet, donc c'est pas grave. Très clair. Bah, hyper intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Je voulais enchaîner parce que là, l'idée était une très longue introduction et voilà, je la qualifierais même pas forcément introduction, mais sur des sujets un peu plus actuels. Je voulais, comme je disais aussi, parler de certains sujets de fond. Il y a une certaine caractéristique, on va dire, qu'on peut avoir en commun, et surtout vous deux en l'occurrence. Ça va être le fait d'être dans des métiers dits de l'ombre et pourtant d'être très exposé. Ce que j'entends par là, c'est que toi, Mathieu, bah, tu vas avoir ce côté où tu as été inscrit dans les contenus d'Inox d'une manière assez atypique, assez particulière par ailleurs. Dans certaines vidéos, on peut t'apercevoir. Toi, Arthur, bah, aujourd'hui, tu es l'image du club. Alors, il y a Kamel, évidemment, mais d'un point de vue business, d'un point de vue public aussi sur Twitter, tu es aussi la personne, tu es le référent de beaucoup de personnes concernant les sujets de la Carmine Corp.
Je sais qu'initialement, c'était pas le deal, que initialement l'idée n'était pas d'avoir ce rôle public, mais beaucoup plus quelque chose comme ça aurait pu l'être et comme ça va l'être dans quelques jours, parce que tu as aussi fait une vidéo à ce sujet-là concernant le fait de ne plus être le CEO public de la Carmine Corp. Mais globalement, je vais commencer par toi, Arthur. Tu avais un peu expliqué pourquoi, mais ma question, c'est plutôt comment. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais potentiellement préparé? Comment tu l'as abordé? Est-ce que tu as eu aussi une crainte par rapport à l'accueil des fans? C'est vrai que le terme CEO, et en plus avec Kamel, c'est pas facilité. My CEO. Voilà, comment est-ce que tu as abordé ce rôle public au sein de la KC? Ouais, bah, en fait, effectivement, donc pour recontextualiser, c'était pas prévu parce que je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose pour bah, les personnes qui sont rendues publiques, mais aussi pour le club. Après, très vite, je me suis rendu compte que ce serait une obligation et que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce qu'il y avait beaucoup de choses de la confiance à regagner sur certains sujets, parce que il y avait plein de sujets qui étaient importants et pas évoqués, et bah, typiquement pour les sponsors ou autres. Et surtout, je pense que c'est ça le point le plus important, c'est qu'en fait, ce que je n'avais pas prévu, parce que en fait, je le sentais, mais je n'en étais pas sûr à 100%, c'est que les fans adorent le côté entrepreneurial de la Carmine. Et ça, je pouvais pas l'imaginer. Et tout ce qui est behind the scenes, coulisses, pourquoi on fait ci, que ça marche comme ça, et l'argent, et le truc, et le business model, ça, je ne pensais pas du tout, du tout, du tout que ça aurait cette ampleur-ci. Je pensais que ça allait un peu intéresser, mais pas cette ampleur-ci. Et au final, c'est une très bonne chose. Donc, je suis très content de l'avoir fait. Je pense que c'est nécessaire. Maintenant, la maturation de tout le monde a fait que bah, en fait, Kamel peut reprendre, avec Prime et Côté, peuvent reprendre ce rôle-ci. Et puis surtout, bah, que, en fait, je l'expliquerai quand moi je ferai mon propre live là-dessus, mais je vais pas disparaître des réseaux sociaux. En fait, je reprends aussi mon autonomie en termes de communication, parce que bah, j'avais déjà une communication avant et des projets avant, et que bah, maintenant c'est devenu très 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 Carmine. Donc c'est plus aussi, enfin c'est aussi une des raisons pour lesquelles les choses changent. Mais c'est effectivement, en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était nécessaire, et surtout à quel point ça crée ce qu'on appelle de la valeur. Et ça permettait aussi de retirer le poids sur les fondateurs. Parce que sinon, on se retrouvait dans des situations où, typiquement, il y a des sponsors qui disaient bah ouais, mais pour cette réunion importante, il y a besoin de Kameto. Ouais. Bah ouais, mais en fait, non, parce que là, on va juste parler business. Et Kamel, on va pas le réveiller pour ça. Enfin, j'imagine que vous faites la même chose l'un et l'autre pour Zach et Inox, mais juste à un moment donné, là, on va parler à combien est le contrat. Et moi, je vais pas mettre Kamel au bout de la table, qui va pas savoir pourquoi il est là. Ça va vous servir à rien. C'est juste, ça va juste vous faire plaisir. Donc voilà un peu aussi la raison. Et ensuite, nous, on a cette particularité aussi d'être une entreprise dans laquelle on doit lever des fonds. Et en fait, la notoriété du CEO opérationnel est ultra fondamentale dans le fait de rassurer les investisseurs. Et donc, c'était nécessaire pour les deals comme la LEC, comme le Stade, Bien sûr. qui en fait, en réalité, n'aurait pas pu être signé sans ça, à mon sens. Bien sûr. Mais en plus, vous avez la carte un peu de l'entreprise hyper publique, dans le sens où il y a le côté créateur avec Kamel, Prime Côté, qui fait que les gens se sentent hyper proches de ces gens-là. La Carmine, c'est un peu ces trois-là aussi. Du coup, il y a ce truc de bah, vous êtes transparent avec nous dans votre métier de créateur, soyez-le dans votre entreprise. Et du coup, il y a eu vraiment une demande de transparence qui est folle sur Twitter. Et en plus, quand tu commences à répondre une fois à un tweet, bah, en fait, tu es obligé de répondre aux autres, sinon bah, les gens vont dire bah, pourquoi tu réponds à ça et pas à ça, il y a un problème. Et c'est vrai que toi, Arthur, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas, c'est Twitter. Moi, j'avoue qu'on me tag jamais sur Twitter, etc. Je suis en privé, je tweete pas, etc. Toi, vraiment, pour un tout et à rien, ça te tag en mode bah, Arthur, c'est quoi ce truc-là pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Ça doit être quelque chose à vivre quand même. Les fameux pavés. Ouais, c'est quelque chose, c'est assez spécial, parce que ça, pour le coup, bah, c'est imprévisible, et puis ça tombe du jour au lendemain. Et puis bah, le truc aussi, c'est que quand tu t'en sors bien, parce que bah, je sais pas, tu trouves les bons mots, les bons trucs, bah, en fait, ça devient une espèce de confort pour tout le monde. De toute façon, Arthur va s'en sortir, quoi. Donc Bien en sûr. fait, et so far so good, jusqu'au jour où patatras, ça s'effondre.
Mais je pense que ça participe aussi du truc, c'est assez spécial. En fait, aussi, quand on commence dans la communication et qu'on a un rôle CEO et qu'on vient avec un truc un peu ce background business, et en fait, il faut aussi rassurer les gens. Et ça aurait été hyper confortable pour certains de se dire, ouais, mais tout ça, c'est parce qu'il y a un mec caché qui nique l'ADN de la Carmine. C'est lui qui prend les décisions, il est jamais là, il l'assume pas. Il y a ce côté un peu, ça aurait pu être un peu comme un politicien, tu vois, un truc un peu bizarre. Et donc, pour casser ça, il fallait aussi donner de soi. Et je crois que bah, c'est le truc qui fait que les créateurs de contenu fonctionnent. Donc, c'est des choses que j'ai littéralement empruntées à vos acolytes, à mes acolytes. Il faut donner de soi. Et on a une communauté. On n'a pas peur de dire les choses. Et ce qui n'est pas dit peut être manipulé. Donc moi, je préfère ne pas laisser de trous dans la raquette et pas laisser des gens raconter l'histoire à notre place. Donc je fonce dans le tas et puis bonne chance. Et j'ai une question parce que tu m'as tendu la perche tout à l'heure et après ça me permettra d'embrayer avec toi Mathieu. Tu as mentionné quelque chose, tu as dit que tu allais faire, c'est ce qui est précisé dans ta vidéo par ailleurs d'annonce de ton retrait de ta fonction publique de CEO de la Carmine Corp. Comme quoi tu allais faire un live Twitch pour répondre à différentes questions. La question que j'ai avec ça, c'est est-ce que ce live Twitch est quelque chose que tu te serais permis en étant encore entre guillemets en fonction. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné que les gens aussi puissent prendre ça pour une volonté de t'attirer aussi de la lumière parce que bah, tu as forcément des business à côté. Je sais que tu as toujours été, tu as fait en tout cas en sorte d'être le plus clean possible, que ce soit d'un point de vue business, même par rapport à des choses que tu peux avoir en amont. Enfin, l'idée était vraiment de ne rien pouvoir te reprocher par rapport à ça, de faire du profit sur le dos de la Carmine Corp. Mais est-ce que tu estimes que le fait d'être libéré de cette fonction publique te donne peut-être plus de liberté et évite cette interprétation de se dire Arthur utilise la Carmine Corp pour des fins personnelles, enfin à des fins personnelles? Oui, complètement. Tu as tout à fait compris aussi. Bah, c'est dur d'être un businessman avec plusieurs intérêts qui sont croisés et représenter officiellement un club aussi fort et important que la Carmine. Je donne un cas très concret, puisque bon, maintenant c'est public. Full Life, qui est devenu notre équipementier, on travaille avec eux depuis un certain temps, et on ne travaillait pas avec eux avant que j'arrive. On travaillait avant en marque blanche, donc c'était, on va dire, je résume grossièrement, hein, et qu'ils me pardonnent, mais nos usines, et nous on sort nos produits Carmine, et maintenant bah, c'est la même chose, mais ils sont affichés. Et en fait, j'ai investi dans Full Life avant. Bien avant que même la Carmine, je crois, si ça devait exister, tu vois, mais en tout cas bien avant qu'on ait ces projets-ci. Quand je me rends compte qu'on a des discussions intéressantes avec eux et que c'est un bon choix pour la Carmine, je dis à Full Life, il y a une seule condition, c'est que je revends mes actions au prix auquel je les ai achetées. Je ne veux pas avoir des actions de votre entreprise et avoir un rôle à responsabilité dans la Carmine si on travaille ensemble. Je ne veux pas gagner d'argent, parce que franchement, tu arrives et tu dis, bah voilà, vous allez être un des plus grands vendeurs de maillots en e-sport grâce à nous. Bah ok, bah maintenant c'est x3 sur mes actions et c'est ça, sinon on signe pas. En fait, c'est tellement facile que je veux pas bénéficier de ça, parce que sinon, ça ouvre la porte à trop de problèmes. Donc ça, c'est des choses qui évidemment ne se sachent pas, enfin ne peuvent pas se savoir maintenant. Je peux le dire 3 ans après, tu vois. Voilà. Mais c'est vraiment des blocages. Il y en a un certain nombre sur d'autres trucs. Et il y a aussi, comme tu l'as dit, et ensuite, excuse-moi, je parle trop, donc. Non, mais c'est pour ça qu'on t'a invité de toute façon. Tout le monde. Ouais, j'aime bien les podcasts. Et en fait, c'est aussi le truc que j'ai plein d'opportunités que je me refuse à faire. Parce que je représente la Carmine et je ne veux pas StatPad sur la Carmine. Je le fais que à des fins purement business, par exemple sur LinkedIn. Et encore, j'ai commencé à faire vraiment des posts de manière intense sur LinkedIn pour la Carmine en septembre dernier. Vraiment, il y a très peu de temps. Donc, pendant 2 ans, je me suis pas mal bloqué parce que là, bah, on a des phases de levée de fonds qui sont hyper importantes et tout. Mais c'est des choses qui m'ont bloqué. Typiquement, je devais lancer un podcast. Au moment où je commence à discuter avec la Carmine, je devais lancer mon propre podcast. J'ai annulé le projet parce qu'arrivé à la Carmine. Il y a un certain nombre d'opportunités que j'ai pu avoir. Et en fait, où c'était trop flou de savoir est-ce que je les avais pour la Carmine, machin, etc. Et je voulais absolument éviter ça. Ça aurait été bizarre. Je pense que ça aurait pu créer du doute sur pourquoi je suis là, est-ce que je chatte pas, est-ce que je suis full-time pour le projet, etc. Donc ouais, ça participe aussi. C'est ce que j'appellerais retrouver ma liberté de communication. Bien sûr.
C'est plutôt ça. Et je pense que maintenant, la communauté, le travail, le respect qu'on a pu se créer entre la communauté et moi permettra beaucoup plus de comprendre. Donc voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi et je dois ça à Kamel, je dois ça à Amine, je dois ça à côté, je dois ça aux gens qui m'ont fait confiance. Et je leur ai promis d'être en alignement pur avec les valeurs du club et par là, j'essaye de le faire et de le montrer. Et pas forcément de le dire. Maintenant, je le dis parce que la perche m'est tendue très élégamment de ta part, mais voilà. Ouais, donc là, globalement, il y a aussi ce truc où maintenant tes sorties publiques seront beaucoup plus interprétées, j'imagine, comme des sorties en nom propre que comme des sorties en tant que porte-parole de la Carmine Corp. Que si tu dis ça, c'est parce qu'en interne, telle personne pense ceci ou pense cela, ou du moins, quoi, tu puisses être un peu cette vitrine de la casser. Là, au moins, tu as aussi, je pense, l'esprit tranquille de dire que tu peux communiquer un peu en ton âme et conscience sur certains sujets. Je sais pas si ça ira jusqu'à des prises de position qui pourront t'attirer parfois les foudres, mais en tout cas, au moins sur quelque chose où tu te sens peut-être un peu plus tranquille dans ta liberté de communication. Ouais, oui, bien sûr. Alors après, j'ai été très moi-même, hein, donc je me suis bloqué de très peu de choses. Mais oui, c'est aussi en fait, c'est aussi réduire la pression au global. Bien sûr. Et je veux pas créer du tracas, du trouble sur quoi que ce soit. Enfin, c'est aussi un truc un peu clean, quoi. Enfin, faire juste les choses bien et on verra comment j'utilise ça. Ça se trouve, je vais juste rien faire, mais je pense que c'était aussi un bon timing, un moment pour la boîte, que ça correspondait à tout ce qu'il fallait faire. J'écoute souvent mes intuitions et là j'ai eu l'intuition que ça y est, le temps était venu pour ça. Donc je pourrais en reparler plus précisément évidemment dans ce live, mais qui sert aussi à ça. Mais effectivement, pour répondre à la question principale, jamais je n'aurais lancé un live sur quelque chaîne que ce soit si j'étais encore CEO de la Carmine. Impossible. Alors Mathieu, avant que j'en passe à ton sujet, est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire par rapport à ce qui a pu être dit par Arthur? Et j'ai vu que ça a suscité aussi pas mal de réactions dans le chat, des gens qui étaient qu'on loué l'action justement de ne pas faire de bénéfices dans quelque chose où en réalité tu avais aussi des bénéfices qui avaient été générés avant avec comment dire, le développement de Full Life avant même que les négociations ne commencent. Donc ça aurait pu être légitime de les revendre plus cher tes actions. En l'occurrence là, voilà, ça a été tu as choisi aussi d'être clean à ce niveau-là, le chat l'a loué. Mais Mathieu, est-ce que tu voulais peut-être réagir à ça? Non, bah en fait, moi, ça fait. Ce que Arthur dit, ça fait écho à ce que moi, je vis aussi dans une moindre mesure aussi, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais il y a ce sujet où moi-même, je n'irai jamais lancer un live et répondre à des questions qu'on peut me poser, tu vois. Enfin, je lance des lives de temps en temps, moi, de mon côté, mais vraiment en mode chill, juste ça joue à Fallout 4 et terminé. Ça pose la question de vous êtes à combien de bénéfices sur Kaizen et tout, et je suis en mode, mais les gars, enfin, c'est pas ici que vous allez avoir la réponse. Non, c'est quelque chose qui fait écho à ce que moi je vis. Donc, non, ça me permet de transitionner. De toute façon, tu me donnes la perche. Mais c'est vrai que pour avoir déjà aussi entendu certains de tes lives, Mathieu, je sais qu'à chaque fois que tu précisais justement, les gars, sur ce stream-là, si vous voulez des réponses par rapport à Inox, par rapport à Kaizen, par rapport à quel que soit le projet, ça sera pas ici. Donc, t'as créé une vraie dissociation, je dirais, entre Mathieu, le streamer, entre gros guillemets, et Mathieu, le producteur, bras droit d'Inoxtag. Déjà cette lumière entre guillemets qui t'a été apportée, elle vient aussi de certains contenus dans lesquels tu as été intégré. Toi déjà, de quelle manière ça s'est fait? J'imagine qu'à l'origine, quand tu arrives dans l'équipe d'Inox, il n'y a pas forcément la mention d'apparaître de manière aussi publique dans certains contenus. Donc pareil, comment ça a été apporté? Comment est-ce que toi tu as réagi à ça? Est-ce que c'est aussi un saut dans l'inconnu qui a pu te faire peur entre guillemets? Comment est-ce que tu l'as vécu? En gros, moi, quand je suis arrivé, vraiment, je suis venu avec des tâches hyper basiques, présentation de projets pour les commerciaux, etc. Enfin, vraiment des trucs vraiment dans l'ombre. Et ensuite, on a commencé à écrire avec Inox sur certains projets, etc. Et est venue cette vidéo zombie, 48 heures pour sauver une invasion zombie, où en gros, on s'était dit, putain, ça pourrait être cool d'avoir un cadreur embarqué avec nous, enfin avec eux, du coup, qui les suit durant toute l'aventure, etc. Et en fait, Inox, il a ce truc de toujours parler au caméraman, en tout cas au mec qui tient la caméra. Et c'est vrai qu'on a vu dans pas mal de vidéos que il y a des fois, il y a des mecs qui sont pas à l'aise et du coup qui ne répondent pas, etc. Et ça fait une interaction qui est assez étrange. Et en gros, il me regarde, il me dit mais toi, vu que tu cadres des fois mes vidéos, etc., il me dit tu veux pas le faire? Comme ça, en fait, je sais que c'est toi. Je suis hyper à l'aise à l'idée de te parler. Et puis, les gens te connaissent un petit peu, donc de petites stories par-ci par-là. Donc, en vrai, si tu réponds, au moins ils mettent une tête sur une voix. Et moi, je dis bah écoute, pourquoi pas? Et en fait, on est parti de ce postulat-là. Et en fait, dans la vidéo, il m'a vraiment assumé comme étant un personnage, etc.
réalité, je crois, dès le début, il dit Mathieu, il a pas de buzz, Voilà, c'est lui qui va mourir en exactement. premier. Donc, Voilà, au moins, les exactement, bases tu étaient vois. posées. Mais nous, on a le scénario, donc en fait, on sait ce qui va se passer. Moi, je sais que je peux pas mourir avant X heures, mais qu'à partir de ce moment-là, moi aussi, je dois faire attention à comment je joue parce que sinon, je peux mourir. Mais en fait, j'étais assumé dans le jeu, ce qui fait que les gens ont mis, encore une fois, un visage sur une voix. Et en fait, ça s'est fait naturellement parce que on a ensuite fait le dernier survivant, on a fait les backrooms, et c'était encore moi sur ces projets-là. Et en fait, les gens m'ont suivi, on dit putain, il est trop cool et tout. Franchement, on va le suivre, etc. Je m'attendais pas à ce que mon compte Instagram il pète autant. Enfin, pète à toute proportion gardée, mais tu vois, j'ai 40 000 abonnés, ce que je trouve énorme, surtout pour un taf de l'ombre comme je fais, où, tu vois, toutes mes journées, c'est beaucoup de compta le matin, un peu d'écriture l'après-midi et de la gestion de projets, d'entreprises, tu vois, dans la journée. Donc, pas médiatique, on va dire, le métier. Et c'est quelque chose qui a été assez compliqué à gérer pour moi au début parce que, encore une fois, je viens pas du tout de ce monde-là, etc. Donc, même juste être reconnu au début dans la rue, c'était pas dérangeant du tout, mais tu vois, la personne me tend son téléphone en disant ouais, je peux prendre une photo avec toi, et je sais pas quoi faire, je mets une vidéo, tu vois, je bug. Et en fait, je suis plus gêné que les gens parce que je suis pas un créateur de contenu et je cesse de répéter à tous les gens qui viennent me prendre une photo. Donc compliqué au début, mais en même temps, je me suis dit que déjà, je regarde du stream depuis tout petit. Et moi, j'ai toujours voulu, entre guillemets, faire ça, mais vraiment, tu sais, juste pour moi, pour partager à mes potes, etc. Donc vraiment, en fait, je me suis lancé dans le stream, pas parce que j'avais une commu, mais parce qu'en fait, j'avais les moyens de me payer un PC et un setup de stream, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, parce que j'ai l'occasion de peut-être être vu par plus de personnes que ma mif et mes potes. Donc vas-y, comme ça, s'il y a des gens, tu peux leur faire passer un bon moment, go. Par contre, c'est ce que je dis à chacun de mes lives. Je ne parlerai pas d'Inox. Je peux répondre à des questions par-ci par-là, ça me dérange pas. Mais si tu veux une réponse sur Inox ou des insides, t'es pas là, enfin t'es pas au bon endroit. Et en règle générale, je réponds pas à ce genre de questions parce que mon métier et ce que je veux faire et ce que j'aime faire, c'est être dans l'ombre. Donc c'est un truc qui me tient à cœur à moi. Quand Inox me met en valeur, tant mieux, tu vois, j'accepte ce truc-là, mais je préfère être de côté parce que en fait c'est là aussi, du coup, je tiens ma force sur Inox, c'est que je suis parfois un peu son bouclier. Et si moi-même je prends beaucoup de lumière et que lui il sera ok, il n'y a aucun problème sur ça, en fait je pense que dans ma tête il y aura ce truc de ouais mais attends, si là tu le prends pour lui, ça va trop tomber dessus, du coup après toi tu pourras pas faire ce que tu veux, etc. Non, il n'y a pas du tout ça dans ma tête. Du coup en fait s'il y a une casserole, c'est moi qui prends ça sur les épaules, lui comme ça il est safe et ça marche bien, et c'est comme ça que ça marche entre nous. Moi j'avais une question par rapport à ça. Juste si un modo peut bannir le mec qui nous appelait Terra et Grim, s'il vous plaît, dans le chat, parce qu'en l'occurrence, voilà, j'accepterai pas forcément cette comparaison. Non, au-delà de ça, ce sur quoi je voulais revenir, c'est un peu à la manière dont j'ai posé la question à Arthur. C'est est-ce que, et toi peut-être plus vis-à-vis d'Inox que vis-à-vis des fans, parce que la différence c'est qu'Arthur on est sur un projet communautaire où c'est la communauté qui est énormément demandeuse d'informations et qui pourrait potentiellement surinterpréter certaines choses. Enfin voilà, en tout cas on sait l'ampleur des projets communautaires. Bien, ça va comme si tranquillement frérot. Mais non, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vis-à-vis d'Inox, tu t'es posé la question de la manière dont il pourrait le prendre? Est-ce que tu en as parlé peut-être tout simplement avant de te lancer sur Twitch, qu'il ne l'interprète pas comme une volonté de la même manière de te mettre en avant par son prisme et d'utiliser l'image et la visibilité qu'il t'a donnée entre guillemets pour te développer de manière individuelle? Je lui en ai parlé pour Twitch, il m'a dit vas-y lance-toi et tout. Je lui ai dit par contre moi je parlerai pas de toi et tout. Il m'a dit je te fais confiance, de toute façon. Enfin, je me suis lancé sur Twitch quand ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec lui. Donc, en fait, il y avait déjà ce rapport de confiance-là. Lui, il s'est même pas posé la question. C'est pas qu'il s'est plus posé la question, mais moi, je me la suis plus posée au moment où je me suis fait un TikTok, où je me suis dit, en vrai, de façon logique logique et naturelle, les gens vont venir parce que je gravite autour d'Inox. Donc, en fait, je dois jouer sur ça. Pour que les TikTok ils marchent et que moi ça me fasse kiffer et tout. Donc je lui dis écoute Inox, moi j'aimerais bien faire des trucs du genre making of de tournage ou comment ça se passe une journée, parce que je pense que ça peut intéresser les gens, tu vois, et aussi de démystifier un peu les métiers autour des créateurs de contenu qui sont potentiellement un peu vus comme étant tout beau tout rose,
comme étant vu comme peut-être putain, ça doit être incroyable de bosser avec des gens là. C'est le cas, mais il y a aussi beaucoup de pression, beaucoup de choses à gérer, etc. Et c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Et du coup, je me suis dit, à travers ce que je veux faire sur TikTok, est-ce que ça te dérange si du coup je gravite autour de toi, d'Inox, de son image et de ce qu'on fait? Il m'a dit non, pas du tout. Au contraire, il y a une volonté qui est bonne derrière. Après, voilà, tu vois, je fais des TikTok là, sur le week-end là, où vu que je suis à côté de lui, je le filme. Mais tu vois, il n'y a aucune volonté derrière de ah frérot, je vais gratter ton buzz, tu vois. Non, pas du tout. C'est fait dans le bon sens. Et même lui, tu vois, si, je sais pas, je suis en mode harcèlement, mais tu vois, si je suis habillé avec un manteau bizarre, tu vois, s'il fait une story sur moi, et il va pas me demander est-ce que je peux faire une story, tu vois. Tu vois, il y a ce rapport de Bien sûr. de toute façon, on fait pas ça pour ça. Donc, non, c'est avec Inox, c'est hyper naturel. Et encore une fois, je pense que c'est lié au fait que ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on bosse ensemble. Il y a un rapport de confiance qui s'est établi tout au long de ces 3 ans par le taf que j'ai pu effectuer au fur et à mesure. Donc, non, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Avant que je transitionne, est-ce que toi, Arthur, tu as des points sur lesquels tu veux revenir, peut-être en particulier? Déjà, je voulais dire que je trouve ça déjà passionnant et que je m'imaginais pas à quel point tes mots feraient écho à des réflexions, à des choses tu vois, qui m'ont traversé l'esprit. Et en plus, c'est drôle parce que c'est vraiment sur les mêmes timings en termes de date par rapport à toi et ta relation avec Inox et moi, ma relation avec la Carmine Global. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que le mot vraiment le plus important que tu as employé, c'est le mot confiance. Et je pense que s'il y a bien un truc que les gens doivent comprendre de nos métiers à tous les trois, c'est que tout tient sur la capacité à susciter de la confiance avec le talent, le créatif, qui va ensuite pouvoir devenir beaucoup de choses pour nous aussi à titre individuel. Mais vraiment, le mot, c'est ça, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte d'à quel point il y a des gens intéressés. Qui vont en fait pas prendre le temps de travailler avec le talent, de créer justement cette confiance et juste essayer de gratter le buzz, de gratter n'importe quoi qu'on peut gratter autour de ces talents-ci. Et je pense que le vrai mot, c'est confiance. Et donc ça m'amène à une question qui est est-ce que tu, en tant que producteur, parce qu'on est plus ou moins tous un peu producteurs, est-ce que tu as mis du temps à avoir la liberté de dire à Inox, là, ce que tu fais, c'est pas ouf, ou là, non, je suis pas d'accord avec ton idée, ou tu vois, ce côté un peu critique est hyper nécessaire pour eux. Est-ce que ça a mis du temps à arriver dans votre relation? Alors, pas du tout, dans le sens où, et j'ai aucun problème à le dire, en fait, moi, je suis arrivé auprès d'Inox en étant avec Inox. Donc, c'est-à-dire que je suis avec lui, je suis signé en CDI dans sa boîte, etc. Ce qui fait que, en fait, je suis arrivé à un moment où il n'avait personne de son côté à lui qui pouvait aller parfois en frontal avec Webedia, dans le sens où il y avait quelquefois des OP qui arrivaient où tu étais en mode genre, bon, c'est pour nous l'OP ou c'est pour vos intérêts à vous et vos relations? Et du coup, en fait, moi, je suis arrivé tout de suite et il y a des trucs où je lui ai dit, écoute Inès, ça, crois-moi, je suis dans les mails, ils ne connaissent pas encore la place que j'ai auprès de toi, n'y va pas. Tu vas le voir, n'y va pas. Il a fait, entre guillemets, une fois, il s'est dit non, mais je vais le faire quand même, t'inquiète, je vais gérer. Il a vu dans quel bourbier il était, il m'a regardé, il m'a dit t'avais raison. Et en fait, à partir de ce moment-là, la confiance, elle s'est créée directement. Et en fait, je dirais pas qu'il a attendu de moi que je lui dise la vérité surtout, mais en fait, il m'a un peu laissé la porte ouverte et je lui ai dit écoute, là, tu t'es mal comporté. Là, je trouve que t'as pas bien géré ce live là. Je trouve que l'idée elle est pas bonne. Et en vrai, c'est ce qu'il attend de moi. C'est ce que j'ai dit dans une interview. Il y a un peu un côté aussi grand frère dans le sens où il reste très jeune. Moi, je suis arrivé, il avait 19 ans, j'en avais 25. Assez peu d'écart, mais finalement quand même un petit peu. Ce qui fait que des fois, j'ai pu l'aiguiller sur certains trucs où en fait, des choses très simples, mais de lui dire que quand tu arrives sur un projet vidéo, un tournage, va voir chaque personne. Demande-leur leur nom, prénom, essaye de retenir. Et à la fin du tournage, ça dure 2 heures. Si tu t'es souvenu, tu dis salut Hugo, tu vois. En partant, la personne elle va se dire putain, il s'est souvenu de mon prénom. Et ça, en vrai, c'est quelque chose qui est assez rare dans ce milieu-là. Et en fait, je lui dis écoute, ça fera la diff. Et il l'a vu, il a tout de suite pris. Et en vrai, il attend de moi que du coup, je lui dise ce genre de choses, je l'aiguille, je le conseille, etc. Et à l'inverse, moi, j'attends de lui qu'il me pousse à mon max
souvent il me jette dans le grand bain, dans la fosse au lion en mode tente de faire là The Forest, fais-moi cracher un avion dans une forêt. Enfin, quand il me dit ça, je lui dis mais ce n'est, enfin, tu rigoles, c'est pas possible. Mais en même temps, je sais qu'il essaie de tirer le meilleur de ce que je peux lui apporter et ce que moi je peux donner. Donc en fait, il y a encore une fois ce rapport de confiance et de tous les deux se tirer vers le haut, quoi. Bah écoute, c'est hyper intéressant et je pense que ce que tu as mentionné par rapport à l'âge, c'est aussi un élément qui, voilà, d'autant plus entre 19 et 25, dans la mesure où bah, tu es encore sur un produit en cours de conception quand je parle de Inox, alors que toi, 25 ans, tu es dans une période où tu as pu bah, acquérir une certaine maturité. Tu as pu aussi aller au bout de tes études, c'est des choses qui sont bêtes, mais tu as pu aussi voir certaines choses de la vie, entre guillemets, qui n'étaient pas encore vues par Inès. Donc je pense que c'est aussi un point important qui, dans le rapport de force, sans dire que tu le regardais comme étant ton petit, mais il y avait aussi ce rapport de force qui était plus ou moins équivalent parce que vous vous apportiez mutuellement et qu'il n'y avait pas ce truc de tu viens et je vais tout apprendre. Alors il avait beaucoup de choses à t'apprendre sur la partie technique, production, sur la manière dont fonctionnait l'écosystème aussi, tout simplement parce que tu l'as mentionné, enfin pas dans cette interview là mais en tout cas dans une autre, mais quand tu arrives en tant que novice complet pratiquement dans la production, mais au moins tu avais cet aspect où tu pouvais compenser par d'autres aspects sur ce côté grand frère où justement ok, toi tu vas apprendre le métier, moi je vais t'apprendre la vie, entre gros guillemets. Ouais, exactement. Bah, en fait, il a pas fait d'études supérieures, donc déjà il a moins alors, c'est bizarre ce que je veux dire, mais tu sais, il a moins d'interactions sociales que la plupart des gens peuvent avoir. Il était énormément entouré de yes people. Donc c'est vraiment ces gens-là qui disent oui à tout, c'est génial ce que tu fais, oh, l'idée elle est chambée. Donc dès qu'il y a eu ce rapport de confiance là, il y a des fois il arrivait avec une idée, je lui dis frérot c'est nul à chier. Et il me regarde avec des grands yeux, il était presque content qu'on lui dise que l'idée était nulle à chier. Donc sur ça ça marchait. Et autre chose, c'est qu'il n'a pas connu le monde du travail. C'est-à-dire que pareil, il n'a pas ce rapport de hiérarchie, il n'a pas ce rapport à l'humain où tu ne peux pas parler à cette personne de cette façon-là et à cette personne-là de la même façon. Tu vois, il y a des gens, ils ont une sensibilité un peu différente. Donc quand tu vas dire à un mec c'est génial ce que tu fais, mais il y a ça et ça qui va pas, lui il va peut-être mal le prendre, il va se dire ah mais pourquoi tu parles de ce qui va pas et tout. Je dis attention, il y a des gens, il faut que tu prennes des pincettes, alors qu'il y a des gens, typiquement moi, il peut arriver et juste me dire il y a ça et ça qui va pas et me pas parler de ce qui va bien parce que moi je suis pas comme ça, tu vois, je n'ai pas besoin qu'ils me disent ce qui va bien. Et c'est ça aussi que du coup j'ai essayé de lui dire, je dis attention, la sensibilité des gens elle est différente et du coup c'est quelque chose que bah, de base t'apprends un peu sur le tas, t'apprends en faisant, mais je pense que quand t'apprends à plusieurs et en règle générale quand t'es plusieurs dans une team c'est toujours pour le mieux quand tu te tires vers le haut. Donc non on a évolué, on a level up tous ensemble en équipe. Je vais transitionner également sur un point que je voulais aborder et là pour une fois je vais partir d'un exemple personnel et en plus ça tombe bien parce que voilà, au-delà du podcast on se connaît un peu aussi dans la vie on va dire en dehors d'internet et compagnie, donc j'ai pu en parler en plus à chacun d'entre vous avant le live dans des différents contextes, mais en l'occurrence moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, parce que là on est 3 personnes qui gérons des entreprises, 3 entreprises dont aucun de nous ne détenons la moindre part. Et donc la question que je vais avoir en partant du coup de mon cas personnel, ça va être comment est-ce qu'on arrive à donner le meilleur de soi-même, aller dans un dépassement de soi qui est tel que on parle souvent de la charge mentale du créateur, il y a toujours ce running gag, etc. Mais la charge mentale, c'est un terme qui, disons, peut être mal interprété parce que voilà, c'est plus facile d'être streamer que d'être à l'usine. Donc, c'est pas le débat. Simplement de dire qu'il y a aussi des métiers autour de ces créateurs de contenu qui sont hyper prenants. Que dans nos cas, on a aussi pas forcément des incentives que peuvent avoir certaines personnes. Forcément, quand tu bosses dans une entreprise, que tu fais 55 heures, mais que bon, tu en détiens 30%, bah, c'est plus simple de le faire que quand tu n'en détiens pas de pourcent. Moi, dans mon cas, ce que je voulais expliquer au chat, c'est que on est parti en vacances avec Zach et Yas là, assez récemment, et je me suis retrouvé dans une situation où j'étais censé me reposer, un repos que j'estime mérité assez logiquement parce que voilà, on a eu une très grosse année qui s'est éternisée, hein, parce que jusqu'au 29 décembre, pour le coup, on était en tournage, on avait aussi énormément d'échéances à venir, même pour janvier. J'avais une petite semaine dans laquelle je me suis dit ok, je vais en profiter pour décompresser, et la situation dans laquelle je me suis retrouvé, c'était la suivante. Je ne travaillais pas parce que j'étais censé me reposer.
mais je ne me reposais pas parce que je pensais tellement à ce que je n'étais pas en train de faire, au travail que je laissais de côté et donc potentiellement que j'allais avoir à rattraper. Mais au-delà même de la pression de devoir le rattraper, simplement de me dire là je fais rien, là je suis pas en train de travailler et je me sentais profondément mal. Et où est-ce qu'on place la limite lorsqu'on gère une entreprise? On reviendra sur le fait d'en détenir des parts ou non, mais lorsqu'on gère une entreprise, où est-ce qu'on arrive à placer la limite dans ok, je me donne à 300%, je donne tout ce que je suis, comment est-ce qu'on arrive à prendre du recul par moment sur certaines situations en se disant ok, et je sais que toi tu le mentionnais Mathieu dans ton interview, si je le fais pas ce soir à 22h, c'est pas grave, demain je le fais à 9h du matin, il n'y a pas de différence. Donc vous, comment est-ce que vous arrivez à appréhender un peu votre quotidien à cet égard? Et après on pourra aller sur l'aspect de en détenir des parts ou non, parce que c'est aussi une incentive qui existe et nous on arrive à, en tout cas je pense, à donner 300% de ce qu'on a dans une entreprise qu'on n'a pas fondée et qu'on dirige pourtant. Moi j'ai une question avant, est-ce que tu ne penses pas que là ce que tu as subi entre guillemets pendant tes vacances, c'est lié au fait que tu es parti avec Zach en vacances? C'est une question que je me suis posée honnêtement. Après, en fait, il y a une double interprétation. Est-ce que le fait d'être avec lui me suscite ces réflexions, ou alors est-ce qu'à l'inverse ça peut les atténuer dans la mesure où je me dis là je suis en vacances, mais les vacances on sait toujours commencer un peu, tu vois, bon Zach il va m'appeler quand même, on va faire, c'est pas un problème, tu vois, mais c'est simplement notre manière de fonctionner, et je me dis là au moins je suis avec lui, donc en vrai je suis excusé, tu vois ce que je veux dire, je suis avec lui, là on est à la plage, il est avec moi, tu vois, il va pas me dire ah attends frérot viens on fait ça ou on fait ci, mais tu vois, c'est là le problème, c'est que du coup t'es en vacances mais t'arrives quand même à dire faut que je sois disponible, tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est que peut-être commencer sur ce sujet-là. Moi, pareil, pendant 2 ans, j'ai pas pris de vacances avec Inox parce que on n'avait pas forcément besoin, etc. C'était tout droit, il fallait faire plein de trucs, etc. Et en fait, j'ai senti un moment où c'était vraiment trop pour moi. Et il m'a dit, vas-y, écoute, viens avec moi, on va au Maroc, etc. On prend une pause et tout. Et je me suis dit, putain, chambé, ça va être des vacances. Et en fait, alors oui, c'est des vacances, mais du coup, tu sais, t'es toujours un peu raccroché d'une façon ou d'une autre au travail sur un sujet, même juste une petite pensée comme ça, où t'es avec lui, un petit truc de ah putain, ce serait bien qu'on fasse ça, et bah t'es raccroché au taf, tu vois. Donc en fait, ça veut dire que tu le quittes jamais. Et c'est là où j'ai compris, et lui a du mal à le comprendre même encore aujourd'hui, Inox, c'est que en fait je ne peux pas être pleinement serein si je pars en vacances avec lui, en tout cas serein en mode vacances, tu vois. Ouais. Parce que du coup je suis toujours raccroché au travail. C'est pour ça que là récemment je suis parti à Oslo avec ma copine et je lui dis écoute, là je suis pas là pendant 5 jours, tout est fait, etc. Si jamais il y a une galère, je reste disponible sur WhatsApp. Mais dans l'idéal, ne m'appelle pas. Mais voilà, tu vois, je lui dis écoute, s'il n'y a pas besoin, m'appelle pas, tu vois. Ouais. Et en vrai, il l'a compris et ça fait que j'ai coupé. Genre, j'ai littéralement coupé. Et je pense que c'est hyper important dans nos métiers à nous de savoir aussi couper parce que, on prend une charge mentale, que ça soit en termes de juste que nous, on s'impose à nous-mêmes sur... je dois faire ça, je dois être ça pour X, Y. Avec des répercussions qui sont publiques aussi. C'est-à-dire que c'est un travail où directement, si on faute, et malheureusement, ça pourra pas passer sous le tapis, tu vois. Ouais, exactement. Mais du coup, moi là, j'essaye, parce que je t'en ai parlé, Hugo, là, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, qui est excellent, hyper connu, un best-seller, qui du coup parle de ce sujet-là et qui met plutôt en avant cette philosophie de, au final... Là, tout de suite, même dans le chat, vous pouvez jouer. Là, tout de suite, maintenant, à l'instant T, si tu te poses la question de... Enfin, est-ce que j'ai des problèmes là, tout de suite, maintenant, tout de suite, tout de suite? Et en vrai, si tu te poses la question, tu réfléchis, techniquement, t'as pas de problème. Ou en tout cas, si t'en avais un maintenant, tout de suite, tu le réglerais tout de suite, tu vois. Et en vrai, prendre beaucoup de recul sur ça, déjà, ça soulage. Et ensuite, après, il y a ce truc de... Oui, il y a la situation de vie, oui, il y a les conditions, oui, il y a ce que tu dois faire, mais ça, c'est une projection de ce qui va arriver. C'est ton travail sur l'heure, sur la journée, sur les mois qui suivent, tu vois. Et ça, en fait, tu n'as pas besoin d'y penser à l'instant T. Et là, je parle vraiment en termes d'anxiété mentale, hein, c'est pas en termes de travail purement, tu vois. Et vraiment, j'essaie de faire ce travail-là où le mec dissocie le mental, donc l'ego, le mental, et l'être, on va dire la personne en tant que telle. Et vraiment, en fait, dissocier ces deux trucs, enfin ces deux personnes-là, ça fait que déjà moi je suis beaucoup plus soulagé dans la vie, j'arrive à prendre beaucoup plus de légèreté et je me dis, écoute là pour l'instant il y a pas de problème. Oui là dans une semaine il y a un truc de fou qui arrive de notre côté. C'est dans une semaine, tu vois, t'es prêt, je suis stressé, mais le stress c'est parce que en fait j'ai peur qu'il se passe un truc mal.
mais ça va bien se passer. Et c'est un truc que moi j'essaye de travailler là depuis quelques mois et encore plus là en ce début d'année. Et encore une fois, dans nos métiers, je pense que c'est hyper important. Les gens n'en ont pas conscience. Mais moi, le mental, ça m'a fait défaut à un moment. Et en fait, j'ai compris que si je faisais pas attention à ma santé mentale, en fait, c'est débile de ça, mais t'es rien, quoi. Y a rien. Donc voilà. Alors en voyant ça, j'ai vu que ça faisait aussi écho chez toi, Arthur. Les gens l'ont mentionné dans le chat avec des pavés envoyés pendant les vacances sur la plage. Je pense que c'est aussi une situation dans laquelle tu peux te reconnaître. Bien sûr, bien sûr. Alors, je sais pas, Mathieu, quel âge tu as? 27. Mais moi, en tout cas, bon, j'ai 34 ans, donc forcément un petit peu plus là-dessus d'expérience, parce que ça fait plus longtemps que je vis avec, on va dire, à haute intensité de stress. Parce que même les projets d'avant, hein, faut pas imaginer que seuls les projets médiatiques suscitent du stress. Quand tu es créateur d'une société, quelle qu'elle soit, ça crée un stress très intense parce que tu as des salariés, etc. Et en fait, moi, je sais par exemple que je n'ai pas de capacité à prendre des vacances et à couper. C'est pas mon truc. Et que c'est pas ce que j'aime. Donc déjà comme ça pose un peu le contexte. Par contre, j'ai appris avec le temps à avoir, on va dire, deux tempos. Un tempo qui est un tempo de vie à haute intensité, mais dans laquelle il y a quand même des touches de santé mentale. Et dans lequel je vais mettre en place des moments dans ma semaine qui sont des espèces d'habitudes qui vont me permettre de relâcher la pression. Je prends un cas très particulier. La plupart des samedis matins, je vais dans un café et je prends un café. Honnêtement, tu me regardes de l'extérieur, tu dis soit il faut rien, soit il travaille sur son téléphone. Actuellement, est-ce que c'est du travail, est-ce que je fous rien? Mais en tout cas, d'un pur point de vue de la pression, je relâche complètement. Mais en réalité, je vais regarder des chiffres, des audiences Twitch, enfin des trucs, mais j'aime ça. J'adore ça. Enfin, genre, tous les matins, je regarde les audiences de tout le monde sur Twitch. Mais est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est pas du travail? Bon, peu importe, mais en tout cas, ça c'est un truc qui a beaucoup de valeur. Évidemment, ensuite, moi, je suis très dans la psychanalyse. Je suis en psychanalyse depuis plusieurs années. Ça permet d'avoir un équilibre. Je sors relativement peu. Le soir, j'ai réduit ma vie sociale, mais c'est aussi un moyen de réduire la charge de représentation. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et ensuite, il y a le mode vacances. Alors, le mode vacances, il est un peu spécial. C'est un mode où, globalement, je suis en part-time et je vais travailler 1 à 2 heures par jour. Mais là où on pourrait se dire, putain, il n'arrive pas à décrocher, en réalité, les 1 à 2 heures par jour me permettent de décrocher les 20 heures qui restent dans la journée. Et ça me permet de stabiliser l'ensemble relativement bien. Alors après, attention, il y a les hauts, il y a les bas, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, et je ne peux pas recommander à tout le monde d'avoir ce mode de vie-ci. En tout cas, force est de constater que jusqu'à présent, c'est ce qui m'a permis, c'est ma 14e année de business quand même, enfin là, ça va être ma 15e. Donc ça tient, je tiens le choc. Mais il y a aussi un truc qui est prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose sur lequel je reconnecte avec ce que tu disais avant sur ce que tu as essayé de partager à Inox. Enfin, c'est des choses que j'essaie de partager aux fondateurs du club, de prendre soin de soi, d'investir sur soi. Ça a de la valeur de vivre dans un bon endroit, d'avoir une accessibilité à des choses qui vont permettre d'améliorer ton mode de vie. Tout ça, c'est très important et donc l'équilibre participe énormément et je pense que c'est ce qui compte. Et puis ensuite, il faut, avec le temps, on arrive aussi à définir ce qui est de l'ordre de notre passion, ce qui est de l'ordre du travail. Moi, je différencie beaucoup. Je n'ai pas l'impression de beaucoup travailler en réalité parce que pour moi, le travail, c'est quelque chose qui est imposé. Et donc, ce que je fais, est-ce que là, je travaille? Bon, pour moi, c'est pas du travail. C'est ma passion de parler avec des gens intéressants et brillants. Donc, pour moi, c'est pas du travail. Et enfin, ce qui est de l'ordre du syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, c'est le truc qui te fait dire, là, si je bosse pas, c'est pas bien. Là, si je suis, peut-être qu'on va voir que je suis une fraude. Là, si je fais ça, je vais pas optimiser mon truc. Et ça, c'est qu'une question de temps. C'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs ce que je disais à Hugo parce on échangeait sur ça en off. Et c'est normal. Ça prend du temps. C'est aussi la confiance en soi qui va faire que tu vas maîtriser. Et surtout, il y a un super pouvoir. Il y en a plein. Hein, moi, je trouve qu'il y a des gens qui arrivent à s'endormir comme ça. J'ai toujours été fasciné par ce super pouvoir-ci que je n'ai pas. Par contre, il y en a un que j'ai, c'est la flemme. Et la flemme, cultivez-la. Parce que si vous arrivez à bien la maîtriser, ça va faire que vous allez aller 10 fois plus vite.
vous allez 10 fois moins vous stresser sur le chemin vers le fait de finaliser quelque chose. Et c'est pas un truc qui fait que vous serez toujours nul. Parce que si vous mettez la flemme au service d'un sujet passion, vous allez devenir super puissant. Et donc, c'est pas grave parfois de repousser un petit peu, tant que ça vous stresse pas, tant que voilà. Et il faut optimiser là-dessus grâce au pouvoir de la flemme. Mais voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont complexes. En tout cas, à la fin, c'est principalement de la santé mentale. Et ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre dans sa vie et pour bien adapter la situation. Et on apprend chaque année là-dessus. J'ai beaucoup appris de 2024 sur tout ça. Et une partie d'ailleurs des décisions qui ont été annoncées sont liées aussi à la bonne gestion du stress dans le cas particulier de la Carmine Corp et de l'impact que ça peut avoir et d'ajouter. Au bout d'un moment, tu peux pas additionner du stress de comment payer les salaires, avec du stress de comment trouver les bons mots, avec du stress de comment accompagner les fondateurs, avec du stress de comment faire en sorte que financièrement le projet il puisse être là dans 10 ans. Enfin, il y a des couches additionnelles de stress qui ne sont pas nécessaires à la bonne réussite d'un projet et d'une vie tout court. Donc là-dessus, je pense que c'est qu'une question d'équilibre à trouver. C'est assez vaste, mais je crois sincèrement en tout ça. Non mais en plus là, pour venir juste un petit peu sur ce que tu viens de dire sur la flemme, dans le livre, et c'est un truc que moi je faisais naturellement, c'est le mec dit faites tout à fond. Et nous, je pense que notre taf, on le fait à 100%, on se donne à 1000%, on se tue pour ça. Et le mec explique mais quand vous avez la flemme, quand vous partez en vacances, quand vous jouez un jeu, mais faites-le à fond. C'est-à-dire que si t'as la flemme, assume que t'as la flemme à 100%. Plutôt que, tu sais, avoir la flemme et se dire ah putain, mais si je le faisais, ah putain, ça serait quand même, j'aurais avancé et tout. Non, là, t'as la flemme, c'est pas grave. Go avoir la flemme pendant 2 heures, branle rien, tu vois. Parce que, en fait, si tu l'as fait à fond, tu vas revenir après à fond en disant ok, là, c'est bon, j'ai la flemme à fond là pendant 2 heures ou pendant X temps. Après, là, je me redonne, tu vois. Et c'est un truc que sur le taf, je faisais naturellement. Et là, je commence à le faire aussi sur le côté, des fois, flemme ou juste prendre une pause de 2 heures dans la journée. Et vraiment, ça change la donne. Là où je reconnecte avec ce que vous avez pu dire, déjà pour recontextualiser, un truc moi aussi que j'ai pu apprendre ces derniers temps, c'est accepter d'avoir des choses à apprendre, notamment dû à l'expérience. Et c'est ce que je disais aussi à Arthur, c'est que accepter qu'il y a des choses qu'on peut pas, entre guillemets, hacker. Et ce que j'entends par là, c'est que quand on peut considérer qu'à des moments on est en avance sur certains temps de passage dans les situations qu'on peut avoir quotidiennement, ça peut créer une frustration de se dire ça, j'arrive pas à le hacker, j'arrive pas à aller plus vite que certaines personnes. L'expérience, généralement, c'est quelque chose qui s'acquiert évidemment parce qu'on a on a des projets très stimulants au quotidien, mais il y a certains aspects où on doit accepter de grandir. Parce que typiquement, pour recontextualiser, Arthur, t'as dit que t'avais 14 ans de business sans vouloir te vieillir. Il y a 14 ans, moi j'avais encore que 9 ans, donc j'étais en CM1. Donc pour te dire, j'étais en primaire. J'ai bien fait de me lever tôt ce matin pour subir cette pression. Ma santé mentale est impactée par ce que tu viens de dire. Mais par rapport à ça, quelque chose que j'ai noté, que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est ce que tu as mentionné par rapport au fait de te rassurer avec ces deux... Enfin, pas te rassurer, mais disons, te permettre de déconnecter grâce à ces 1 à 2 heures de travail par jour. Et moi, je le prendrais aussi comme un côté où je me rassure en étant toujours connecté éventuellement 1 à 2 heures par jour, que là j'essaierai de faire à fond plutôt que de l'étaler sur toute la journée, d'essayer d'être disponible toute la journée un petit peu. Là au moins, ça frérot. Je t'interromps. Mathieu, tu peux envoyer 5 000 € avec mon compte à Mathieu, s'il te plaît. J'arrive. Tu mets le roi, le rat des égouts, non. Le rat des montagnes. À qui? À Michou, 5 000 €. J'arrive, je ramène mon ordi. C'est slash Zach Nani du coup si jamais pour envoyer les 5 000 € à Michou. Non mais par rapport à ça, c'est qu'effectivement je pense que ces 2 heures à fond pourraient permettre de se rassurer en se disant je suis toujours connecté à ce qui se fait, je ne suis pas pris de court par des sujets qui seraient faits en mon absence. Sans que j'ai un contrôle dessus, et ça permettrait éventuellement, parce que je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place, mais d'avoir 19 à 20 heures dans la journée à côté où je me suis dit j'ai fait le nécessaire pendant les 1 heure à 2 heures. Je sais que l'essentiel est fait par rapport à ce que je m'octroie comme temps de travail pendant ces vacances-là. Et donc, j'aurai l'esprit tranquille, je pense, pour pouvoir continuer à côté, à me désaltérer, à essayer de libérer un peu cette pression aussi. Et je pense que c'est comme ça que tu le concevais, Arthur, dans la manière dont tu l'as amené. Ouais, complètement. Et puis aussi de prendre du recul. Il y a des gens qui sont médecins et littéralement, s'ils répondent pas au téléphone, ils peuvent pas sauter sur une opération chirurgicale qui va sauver une vie. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont des métiers qui sont vraiment fondamentaux pour la vie.
nous, on est sur des métiers qui sont fondamentaux pour de l'entertainment. Donc il faut aussi C'est mon relativiser ça. Il est tellement beau. Merci Cassé Étoile. Mais tu vois, en fait, ce qui est drôle, c'est que, en fait, tu vois, ce qui vient d'arriver à Mathieu, là, je pense qu'il n'y a pas plus beau résumé de ce que c'est que travailler avec des créateurs de contenu. Vraiment, bah je pense Dimanche matin, midi, il est en train de faire un petit podcast et tout, bam, il faut qu'il envoie 5000 balles. Non, c'est génial. Mais oui, sur la charge mentale, je pense que c'est une question d'équilibre et de trouver le truc qui te permet de relativiser. Et ça peut te faire du bien et voilà, mais il faut aussi se dire que bon, à la fin, vidéo YouTube, match du club, bien sûr. Donc voilà, c'est chill. Tu vois, exactement. Je l'avais mentionné tout à l'heure, mais c'est quelque chose dont tu avais parlé dans Zacoro Libre, il me semble. Très belle émission par ailleurs, si jamais vous voulez aller la voir. Émission avec toi qui a très bien fonctionné également, parce qu'on aime parler chiffres. Quasiment 500 000 vues sur Zacoro Libre avec Arthur, qui est sorti il y a un peu plus d'un an, en janvier 2024. Tu mentionnais que dans ta situation, donc tu ne détenais pas de part de la Carmine Corp, mais que tu étais arrivé dans la même... Excuse-moi, ça va ? Dans la même dynamique que quelqu'un qui en détenait, parce que tu estimais que c'était la meilleure version de toi-même et donc la meilleure chose que tu pouvais donner, offrir à Kamel et à Amine. Comment est-ce que tu arrives justement à endosser ce rôle-là qui va être un Arthur investi à 300%? On le mentionnait tout à l'heure avec un dépassement de fonction qui est énorme, avec un investissement qui est gigantesque, dans une situation où tu n'as pas d'incentive financière directe, parce que bien évidemment on peut supposer que mieux la boîte se portera, plus éventuellement il y aura des gains qui pourront être apportés par un salaire supplémentaire, par un salaire plus élevé, par potentiellement une rentrée au capital futur, bien que dans le cas de la Carmine Corp, tout bénéfice est réinvesti, donc je pense que les dividendes c'est pour le moment une utopie dans le milieu de l'e-sport, mais simplement toi, comment est-ce que tu arrives à te positionner par rapport à ça pour vraiment donner la meilleure version de toi-même au sein de la Carmine Corp? Bien sûr. Déjà, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que pourquoi quand j'arrive à la Carmine Corp, j'ai pas de part directe. En fait, je pourrais expliquer aussi les parts indirectes, on va dire, ou en tout cas futures. Ce sont des BSPCE que tu as pu avoir en rentrée. C'est ça, il y a un modèle qui existe, mais en fait, la réalité, c'est que quand j'arrive à la Carmine Corp, on est, enfin, en tout cas, quand on discute, on est sur un déséquilibre que je qualifierais de déséquilibre d'information. Je vais lancer une masterclass sur la négociation, mais globalement, on est dans un truc où, si moi je joue la négociation telle que je dois la jouer au regard de mon rôle et de mon expérience, je sais que je n'arriverai jamais à la Carmine Corp. Parce qu'en fait, quelqu'un de mon profil dans le business qui arrive dans une boîte dans l'état de ce qu'est la Carmine Corp, ça ne peut pas prendre moins de 15 à 20% dès le premier jour de la boîte. Et c'est l'évidence business. Des gens business considèrent que ce que j'ai fait est complètement con. Bien sûr. Parce que normalement, dans mon rôle, t'arrives, t'es CEO d'un projet qui est jeune avec le track record que j'avais de la vie d'avant, c'est 20% minimum. Bien sûr. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, je lance pas une boîte moi personnellement si j'ai moins de 30% si je suis minoritaire, ou si j'ai moins de 80% si je suis celui qui la fonde principalement. Donc, en fait, comme on dit dans ce déséquilibre d'information et que je sais que ça ne va pas le faire, en fait, je ne viens pas pour ça. Bien sûr. Donc j'accepte ces règles du jeu. Comme je ne viens pas pour ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que tout est clair. Et ça, je pense que c'est hyper important de se dire c'est normal dans le business de faire des choses qui ne sont pas forcément pour son enrichissement principal. Et parce que j'ai envie de vivre cette aventure. J'ai envie de vivre ce truc. Si c'est un défi que je me suis lancé, et 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Mais donc, en fait, je suis venu en me disant, je vais la gérer comme si c'était ma boîte. Mais ça ne la sera jamais. Et ça, c'est une règle du jeu que je me suis mis à moi-même. Et après, il faut aussi tenir ce qu'on s'impose à soi-même. Mais voilà pourquoi je l'ai fait à haute intensité et pourquoi je l'ai fait à 100%. Parce que de toute façon, j'ai un peu deux modes. Soit j'en ai rien à foutre, soit je suis passionné. Si je suis passionné, c'est la version que vous voyez de Arthur à la Carmine Corp. Si j'en ai rien à faire, vraiment j'en ai rien à faire. Et là, je ne vais rien faire. Donc au final, voilà, c'est une question de pourquoi on fait les choses à 100%.
Pour rentrer dans les détails, je vais avoir en fait un tout petit peu de part parce que j'avais un truc qui se débloquait au bout d'un certain temps de maintien dans la société, mais une fois de plus, c'est minimal, c'est anecdotique dans la réalité de ce que théoriquement j'aurais pu avoir. Mais une fois de plus, j'ai toujours dit que je venais pas pour ça, donc voilà, je ne suis pas resté pour ça. J'aurais pu très bien dire, bah voilà, je pense à changer mon rôle. Si j'ai ça, je vais rester. J'ai refusé de rentrer en fait vraiment dans cette négo-là aussi, parce que je me suis dit en fait, je reste pas pour l'argent. Je suis pas venu pour l'argent. Je vais pas rester pour l'argent. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, mon salaire a même pas augmenté au cours des années. C'est un projet passion au service de créateurs de contenu que j'adore, que je voulais aider, soutenir, une communauté que j'aime. J'étais fan de la Carmine, fan de tout ça, et c'est exactement. En fait, je veux pas que la fin potentielle soit salie par une maximisation de mes intérêts. Je suis pas venu pour ça et que j'ai même pas maximisé mes intérêts au premier jour. Et la question qui suit, et Mathieu, tu me diras également si tu te reconnais là-dedans, et pareillement pour Arthur, mais la manière dont j'arrive aussi à voir la chose, et là pareil, je vais un peu parler de mon cas personnel, mais je trouve que c'est vachement lié à ce que tu peux mentionner, c'est qu'effectivement moi dans ma situation, j'ai pas non plus de part de la Zach Nani Prod quelle qu'elle soit, et j'estime avoir un investissement qui pourrait être comparable à celui justement d'un actionnaire typiquement, avec comme si j'avais une incentive directe derrière. J'ai l'impression, et c'est la manière dont j'ai aussi réfléchi la chose, parce que je fais pas mal d'introspection, que j'ai parfois ce côté un peu individualiste, égoïste dans ma manière de travailler, dans la mesure où je me dis, je le fais pas pour ce que ça va me rapporter, je le fais pour moi, parce que ça me tient plus à cœur le fait de bien travailler, le fait d'avoir un apport qui soit significatif, le fait d'avoir une contribution à des projets qui soient marquantes et qui puissent être reconnues par ailleurs davantage par les pairs, par mes pairs et donc les personnes du milieu que par le public en dehors. Mais du coup de me dire, voilà, je le fais pour moi, limite plus que pour Zach, pour un peu abuser le propos, mais je pense permettre aux gens de comprendre un peu la chose. Et je sais pas si c'est quelque chose éventuellement que toi tu as pu ressentir, Arthur, de te dire, bah je le fais également beaucoup pour Kamel, beaucoup pour Amine, pour la communauté, pour le projet qui me tient à cœur, mais également pour moi parce que ça me tient énormément à cœur et j'ai envie de donner cette image-là, j'ai envie de montrer aussi ce dont je suis capable et de me le prouver à moi-même par ailleurs. Bien sûr, et c'est une forme de rétribution. Dans le secteur dans lequel nous sommes tous les trois, il y a plein de modes de rétribution. L'argent en est un, les parts en est une aussi. Mais je dirais la notoriété, les followers et la passion font partie des modèles de rétribution et que moi j'intègre de plus en plus. Et j'ai eu la chance dans ma vie de gagner de l'argent et je peux dire aujourd'hui avec certitude que il y a des modes de rétribution tiers qui permettent, une fois qu'on est confortable, ce qui est mon cas, potentiellement d'avoir plus de valeur que de gagner 20% en plus dans mon cas. Donc complètement. Après, je trouve qu'il y a aussi un truc, mais ça c'est quelque chose qui se travaille et sur lequel j'ai eu des discussions hyper intéressantes avec des créateurs de contenu sur le fait que justement, je pense que les créateurs de contenu devraient beaucoup plus associer certains profils, parce que la Carmine est un cas à part, hein, parce que c'est une boîte à part, etc. Donc c'est difficile de comparer ça avec une boîte qui porte le nom du talent, par exemple. Mais je pense qu'il y a une sous-association des piliers des sociétés des créateurs de contenu et que c'est quelque chose qui devrait changer. Certains ont fait des choix différents et qu'on connaît, je ne citerai pas de nom parce que je ne sais pas si c'est public, mais certains créateurs de contenu ont associé à très haut niveau un ou plusieurs personnes autour d'eux. Je pense que c'est cette manière de faire ci. Tout créateur de contenu talentueux et je qualifierais de star a besoin d'un ou de plusieurs acolytes, certains par exemple des producteurs, et que cet accompagnement-ci nécessite un gain qui devrait dépasser le simple gain du salaire. Et ça doit être des parts. Alors après, il y a des modalités pour donner des parts, s'assurer que si ça part en couille, justement, le talent ne serait pas bloqué avec des personnes qui ont des parts, etc. Parce que évidemment, il faut faire attention à ça. Mais il y a des modèles juridiques qui existent, qui sont très bien et qui permettent là-dessus de travailler. Puis ensuite, il y a
modèle d'organisation dans lequel on peut répartir un peu, tu vois, une société détient les droits YouTube, une société détient, j'en sais rien, le nom du talent, ses restaurants, ses machins, ses trucs, etc. Et qui devrait permettre d'associer des gens importants, et je pense que c'est une question de progression et d'évolution du secteur de la création de contenu et de la créateur économie au global, et qu'on est dans cette trajectoire-ci. Eux l'ont fait pour l'instant, mais tous les talents dans 10 ans majeurs auront des associés dans les sociétés. Parce que c'est la clé du succès et que sinon, au bout d'un moment, il y a une forme de déséquilibre dans les gains parce que des créateurs de contenu vivent très très bien, mais qui vivent encore mieux quand ils sont extrêmement bien accompagnés. Merci beaucoup. Mathieu, je vais te repréciser la question, puis après on pourra clôturer là-dessus. Je vais vous libérer après. Parce que moi, je sens pense qu'on m'appelle voilà, de toutes je parts. pense qu'il y a des obligations qui vont prendre le dessus. Non, par rapport à la question, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, Mathieu, c'est la capacité justement à avoir un certain dépassement de fonction, à donner. Et Arthur, ce qu'il mentionnait dans son interview, c'était que il estimait que la meilleure version de lui-même qu'il pouvait offrir à Kamel et à Amine, c'était celle de Arthur l'entrepreneur qui détient des parts de la société, qui s'investit à fond. Toi, comment est-ce que tu arrives justement à gérer cet aspect où tu es dans ce don de soi à 100%, à 300%, avec sans forcément d'incentive financière directe? Je pense que tu étais arrivé quand je l'ai mentionné, comme quoi il y avait aussi peut-être un côté un peu égoïste de se dire je le fais aussi pour moi. Toi, comment est-ce que tu arrives à aborder un peu cet aspect-là? Moi, je pense que c'est un truc un peu plus différent de vous, parce que moi, mon drive à moi, ce pourquoi je le fais, c'est que en vrai, peut-être dans la première année, comme j'apprenais, j'avais pas forcément besoin d'avoir un drive. Aujourd'hui, notre drive à nous, c'est de pouvoir, à travers les contenus d'Inox, transmettre des messages qui, moi, font écho à ce que, aux valeurs que j'ai et à ce que j'ai vécu, etc. Donc, mon drive à moi, il est absolument pas financier. Il est vraiment, tu vois, quand je vois Kaizen, moi, c'est tous les retours qu'on a eus. C'est un truc qui me touche de fou. Et même mes parents ont vu le doc, et quand ma mère elle arrivait, elle m'a dit putain, j'aurais dû plus me donner étant plus jeune. Mais tu vois, donne-moi n'importe quel argent. Je pense que je préfère que ma mère me dise ça sur un contenu qu'on a produit en équipe plutôt que de l'argent. Tu vois, moi c'est ça. C'est les valeurs qu'on arrive à transmettre. C'est mon drive à moi. C'est quelque chose qui résonne en moi, et en plus on a la chance de partager des valeurs qui nous caractérisent et qu'on veut partager dans des contenus que nous on kiffe faire. Donc en vrai il y a vraiment deux causes qui coïncident et qui font que en fait la direction c'est tout droit quoi. Nous on y va à fond, et Inox il veut aller partout et tout exploser, et je pense que si je peux toujours être à ses côtés pour exploser tout, je le fais quoi. Parce que pour clôturer, tu te vois à 5, potentiellement 10 ans, 15 ans, dans une fonction proche d'Inès. En tout cas, ça serait une perspective qui pourrait totalement t'aller. Ouais, je pense. En vrai, si possible, pas à Paris. Parce que je pense que Paris me saoulera encore dans 10 ans. Enfin, me saoulera encore plus que maintenant dans 10 ans. Mais ouais, je pense que 10-15 ans, voire toute ma carrière, je l'ai fait avec lui. Parce que, en fait, on a la chance de, comme je disais, faire des vidéos YouTube, faire des events caritatifs comme celui-ci, cinéma, littérature, enfin en fait j'ai tellement de métiers, et on a tellement de métiers dans notre métier que en fait pourquoi changer si tout va bien quoi. Et pour l'instant tout va bien, donc c'est tout droit. Magnifique. Merci beaucoup les gars, je vous ai pris une petite heure 20 là, en tout cas c'était très cool que vous puissiez venir. J'ai pas remercié les donateurs, mais en parallèle il y en a eu énormément, des dons de 100, de 50 euros qui ont vraiment régalé, donc c'est cool, on est là pour une cause commune qui est justement le Stream for Humanity avec 4 pays et Médecins sans frontières, donc l'idée est de pouvoir récolter des dons en cet honneur. Merci beaucoup Arthur, merci beaucoup à Mathieu d'avoir été dispo. Si peut-être vous voulez clôturer un mot de la fin, en tout cas en ce qui vous concerne, je vous le laisse. Vas-y Arthur. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était hyper intéressant de discuter et de voir la proximité entre nos métiers et nos manières de penser et tout. Franchement, ça c'est grave intéressant pour moi. Donc merci pour ça, et bravo pour ce que vous faites, parce que vous êtes deux personnes super talentueuses, et ça fait du bien. Et je pense que ça sert beaucoup aussi, comme tu l'as dit, la cause pour les jeunes et pour véhiculer des messages. Et ça fait plaisir en ces temps troublés. Et puis sinon, juste un max de dons pour cette masterclass business gratuite. Dites-vous que c'est la manière de payer les professeurs d'un jour.
À Magnifique. plus les gars. Merci beaucoup Salut Arthur, les salut. gars, merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup Mathieu. Je te Ciao. laisse aussi vaquer à tes occupations, Vas-y. rejoindre l'animal derrière. Ouais. Merci beaucoup, frérot. frérot. Ciao. Hop. Ah, t'étais là toi Putain, vous vous rendez compte les mecs, on parle d'une discussion business, avec Arthur et Mathieu, on retrouve Yass encore. Ah ouais, vraiment la descente d'organes, faut le